Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Aujourd'hui, on reçoit un invité avec qui on avait très envie d'échanger, Shones, streamer, entrepreneur et cofondateur de la structure e-sport Aegis. Son parcours est atypique, à la croisée du jeu vidéo, du coaching et de l'entrepreneuriat. Ensemble, on a pu parler de l'évolution du secteur de l'e-sport, du rôle que peuvent jouer les marques dans la structuration de l'écosystème, mais aussi d'engagement, de pédagogie et de création de contenu. L'objectif de cet échange est d'aborder autant les réalités du terrain que les réflexions plus personnelles qui traversent ce milieu. On espère que cet épisode vous plaira. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner et liker cette vidéo si cet épisode vous a plu. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast. Alors j'ai plus le nom en tête, est-ce qu'il y en a un Audience officiel First. Audience First avec du coup Louis et Antoine et moi-même comme invité. Voilà, on est très contents, on va parler pendant 1 heure de plein de sujets divers. Ils ont des questions à me poser, c'est à vous les gars. Exactement. On peut commencer par. Ça va, Merci pour cette Ouais, intro. c'est parfait, c'est parfait. C'est bon. Nous allons commencer par une première question, Kevin. Est-ce que tu t'imaginais, quand tu étais jeune et que tu as commencé le jeu vidéo, te retrouver à animer une communauté, travailler avec des marques, avoir ta propre structure e-sport, ou est-ce que c'est vraiment venu petit à petit? Bah non, c'est venu petit à petit et je pense que le milieu dans lequel j'évolue m'a vachement appris à me connaître. À mieux cerner aussi qui j'étais et qui j'avais envie d'être sur plein de choses. Moi, quand j'étais tout petit, j'étais très hyperactif, vraiment excitos au possible, courir partout, etc. Et en grandissant, on parle vraiment de 15, 16, 17 ans, j'ai commencé à vraiment devenir plus une force tranquille et d'être dans ce milieu-là, bah, voilà, j'ai évolué très vite dans le coaching, dans le management de projet, dans la gestion de personnes. Et du coup, je pense que c'était une bonne manière de savoir un peu ce que je voulais faire, donc je n'imaginais pas avant. Mhm. Mais ouais, ça a défini les contours, on va dire. Ok. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis le début dans le secteur? Dans le milieu ou Ouais, dans le milieu. Ah bah, c'est clairement. Il y a tellement de trucs. J'essaie d'en trouver un en particulier. Bon, je vais dire de manière très lambda la professionnalisation. Hein, Mhm. c'est voilà, la relation entre les éditeurs, les organisateurs de tournois, les montants qui sont mis en jeu, les entreprises qui gravitent autour. Là, on parle de grosses entreprises, même des clubs qui ont des millions en chiffre d'affaires. Les enjeux, parce que l'e-sport, ça reste quand même pas mal du marketing de jeux vidéo. Tout à fait. Et en vrai, de plus en plus d'éditeurs se rendent compte que c'est intéressant, donc ils mettent des choses en place. Les marques comprennent que les jeunes, du coup, regardent moins la télé, donc ils sont où? Ils sont là, donc du coup, les marques arrivent, ça crée du business. Donc, je dirais que c'est surtout ça, c'est le mot lambda, la professionnalisation, et surtout à quel point ça s'est développé très vite, quoi, en termes de Où est-ce que communauté. tu penses qu'on en est dans la courbe de l'accélération? Parce que j'avais cette discussion avec Antoine hier. J'avais l'impression que voilà, le fait que les marques commencent à s'intéresser à l'e-sport, etc., c'est déjà une conversation qu'on avait il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, il y en a de plus en plus. Mais selon toi, dans la courbe d'évolution de cette professionnalisation-là et cet intérêt des marques et des grosses structures, où est-ce qu'on en est à peu près? Bah là, je pense qu'en vrai, il y a déjà il y a une prise de conscience que tu peux toucher des grosses communautés à travers le streaming, l'e-sport, YouTube, etc. C'est vraiment des communautés de personnes. Et là, je pense qu'on est on est en fait, je pense qu'on a stagné un peu pendant 1 an, 2 ans, parce qu'on est monté très haut avec le confinement, parce que le jeu vidéo a explosé à ce moment-là. Tout le monde jouait avec ses potes en visio, à des Among Us, à des... Ouais. J'en ai regardé des vidéos de Shones pendant le confinement. bah voilà. Ça, j'en ai Le regardé. digital a explosé de manière générale. On Donc parle tout de ça a télétravail. tellement explosé. Ouais. Je dirais qu'il y a eu une légère baisse parce que forcément tu peux pas suivre les tendances. Et c'est pour ça qu'on a dans le jeu vidéo, il y a quelques sociétés qui ont des plans de départ, etc. Parce que ils ont cru qu'on allait être en confinement pendant 50 ans. Heureusement, on l'est pas. Mais du coup, ça a fait ralentir un petit peu. Mais pour autant, tout est continuellement en train de grandir. Donc, je dirais que là, on est toujours sur une hausse et surtout, en fait, on est sur une hausse où les influenceurs, les équipes, les agences, les annonceurs, tout le monde se rendent compte qu'en fait, on peut créer des projets avec des influenceurs. Et du coup, les marques s'adossent à ces projets-là. Et je pense que c'est un peu le futur. On le voit alors plus large dans l'influence, mais tu vois, MrBeast qui lance ses barres chocolatées. Oui. On voit Amixem qui lance la nourriture. Pepe Chicken avec Fast Good Cuisine. En fait, de plus en plus d'influenceurs qui commencent à avoir des projets qui s'ancrent dans le réel. Et en fait, je pense que ça va être ça la tendance de demain. Tu vois, ça va être aussi de commencer avec les influenceurs créer des choses d'eux-mêmes qui sont normales, des choses normales, et que du coup les marques en profitent pour essayer de, tu vois, un Carrefour, un truc comme ça, ils ont tout intérêt à accueillir les marques dans leurs rayons, des influenceurs pour amener les gens. Donc, Tu sens toi justement qu'il y a
plus un shift vers une logique de co-création de valeur, d'activation, Ouais. de conversation avec les marques, plutôt qu'un simple naming, un sponsoring, comme Ouais. ça a sans doute pu être le cas au début. Oui, parce qu'en fait, moi je le ressens en tant que porteur parfois de marque, en tout cas dans la discussion avec les fans. Et les fans sont très reconnaissants quand c'est grâce à une marque qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment Mhm. ce sentiment de grâce à, nous, par exemple, on arrive à faire des projets hyper sympas grâce à notre partenaire Asmodée, qui est un éditeur de jeux de société le plus Ouais. gros en France. Et en fait, du coup, il y a un feeling très sain auprès des fans, auprès de la marque. C'est pas juste, il y a un logo, ils font des jeux de société. C'est vraiment, il y a des petits projets, il y a des petits contenus comme ça qui sont créés régulièrement avec eux. Et du coup, je pense que pour une marque, c'est ce qui paye le plus, en plus de la conversion, parce qu'évidemment, il y a tout l'aspect business et chiffre d'affaires. Mais n'empêche que voilà, il y a cette co-création-là va créer beaucoup d'affect Oui. pour les gens auprès des marques. Si je suis une marque et que je souhaite me lancer un peu dans le secteur, c'est quoi l'erreur à surtout pas faire? Le truc que tu vois tout le temps et tu te dis non, c'est pas possible. En vrai, ça dépend un peu des objectifs. La plus grosse erreur que je vois, c'est de mettre un budget, de faire quelque chose et d'attendre un retour sur KPI instantané. C'est-à-dire Mhm. que, en vrai, on dit souvent qu'il faut voir une marque 6 fois avant de passer à l'acte. Et ça peut être dans différents domaines, mais nous, on a beaucoup de marques où on se rend compte que plus elles sont résistantes et résilientes dans le milieu à ce qu'on peut penser d'elles, et plus en fait leur taux de transformation augmente. Parce que quand on voit beaucoup quelque chose, on dit que c'est familier au bout d'un moment. Et je pense que nous, on a vraiment ce sentiment-là, vu qu'on est sur Twitch, on est très authentique, on est constamment exposé. Mhm. Et au bout d'un moment, c'est pareil pour une marque. Et donc, moi, j'ai bossé avec des marques où parfois, voilà, il y avait un petit budget de 5 000 euros. Ils se sont dit, OK, vas-y, on test and learn. On veut un retour sur machin, investissement. Et en vrai, c'est un peu déceptif, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres qui mettent des projets. On a par exemple un deal, je reprends Aspodé, qui est un exemple parfait ici. On a un très gros deal à 6 chiffres avec eux. Et l'idée, c'est Sur en le fait, long terme, du coup. ouais, d'avoir plein d'activations Ouais. espacées dans le temps. Et en fait, c'est même pas anticipé. C'est-à-dire que eux ne savent même pas ce qu'on va faire en novembre. Mais ils savent qu'ils peuvent nous activer. Et du coup, il y a la sortie d'un jeu de société. Il y a une IP avec un jeu de rôle qui serait parfait. Donc, on fait du JDR. Il y a une rencontre avec les éditeurs de jeux pour parler un petit peu de cette partie game design ou autre. Donc, il y a tellement de Mhm. choses. Et en fait, là, du coup, tu crées de l'affect au fur et à mesure Oui. en étalant un petit peu plus tes prises de parole. T'es pas dans tiens, un code promo pour tel produit sorti de nulle part, ça dure. Ça peut marcher en fait. Mais alors, soit il faut que ton code pro soit très agressif, auquel cas, tu peux être n'importe où. Hein. Ouais. Si demain, je sais pas, je te dis Bose te propose moins 70% de ses produits, Oui, t'y vas. évidemment que les KPI vont être bons. Mais voilà, il faut pas être trop résultat oriented. C'est du branding, tu rentres dans la tête des gens là. Par exemple, nous dans l'automobile, on a Kia qui est pas mal de sponsor de 2-3 petits trucs. Ouais. Et c'est bête, mais quand je vais penser à une voiture à acheter, Kia va être dans ma tête parce que je suis consommateur, parce que je suis dans ce milieu, etc. Alors je sais pas, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres marques d'automobiles, mais ça n'empêche que pour les jeunes de notre âge, c'est bien, avec toutes les sollicitations qu'on a, d'avoir des graines plantées pour Oui. nos achats futurs, en fait. Un peu comme quand Mastercard sponsorise les championnats du monde de LoL. Tu changes pas de carte bleue toutes les 2 semaines, Non. donc t'as pas de ROI tout de suite, mais c'est à terme. Est-ce que Bah ouais. Mastercard va plus être dans la tête des Il y a- gens que il y a- Visa, quoi. Non, mais complètement, il y a tellement de transactions qui sont faites qui ne dépendent pas de notre code, par exemple. C'est-à-dire que nous, si on a un code Aegis sur un truc, tant mieux si les gens passent par là, surtout si l'offre est agressive. Mais sinon, ils vont le voir chez nous, ils vont le voir chez quelqu'un, ils vont le voir chez un autre, ils vont le voir sur un événement, ils vont le voir sur un truc comme ça. Et au bout d'un moment, juste dans le cycle, ils vont arriver au 6e du coup qu'ils le voient. Et là, ils vont dire, OK, avec lui, je le prends parce que finalement, Hmm. mais c'est un processus long. C'est pareil avec les banques, par exemple. Les banques, quelles qu'elles soient. Moi, je suis du coup partenaire de Trade Republic ou autre. La première communication a été appréciée, mais tu peux pas t'attendre à ce que le soir même, les gens se disent oh parfait, je vais tout changer. Tu vois, C'est clair. un peu comme tu dis avec Mastercard. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont compris. Du coup, ils ont sponsor là les prochaines émissions de mon talk show. On a aussi un truc sur TFT avec eux. Et ils sont intelligents, quoi. Ils sont intelligents et je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Et t'as encore des marques qui te sollicitent pour des opérations plus ponctuelles, moins réfléchies, moins travaillées. Oui, mais après, ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. Hein. Franchement, moi, j'essaye toujours. C'est pour ça que j'aime bien être dans les briefs aussi des marques, parce que j'ai déjà été de l'autre côté, où tu te dis que tu as un budget, je sais pas, de 20 000, tu parles jamais avec l'influenceur, tu parles avec une agence, oui, non, oui, non, oui, non. Et en fait, in fine, je me suis rendu compte que parfois, en vrai, c'est con ce que je veux dire, mais les gens veulent vraiment de l'argent, quoi.
Et alors, même si c'est pas la meilleure reco et que c'est pas le truc le plus machin, ils vont dire ah t'as 20 000 quand même. Ah ouais, ok, bon bah on va le faire. Ouais. Et ouais, il y a ce côté un peu intègre où je me dis putain mais là ils vont un peu droit dans le mur dans un truc et T'as déjà refusé hein ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais il y a des trucs, non mais il y a des briefs parfois, non, mais ils nous disent bah nous si on met tant, bah, parce qu'on veut ça. Je fais mais on l'aura jamais. Ah bah on le met pas du coup. Je fais bah ouais bah j'ai perdu 15 000 quoi. Et parce qu'il y a, je sais pas, j'ai ce devoir là aussi, j'ai l'impression. Il y a plein de trucs comme ça où moi je peux pas embarquer des gens avec qui j'ai parlé, qui ont l'air cool, en leur disant bah vous faites de la merde, voilà, vous allez faire de la merde Fonçons dans le mur et c'est ensemble, moi qui vais en parler en plus, tu vois. Ouais, c'est ça. Vous voulez pas le virement. Non, donc il y a des limites, hein. Si c'est des très gros projets et qu'ils sont un peu obtus, bon bah ouais, au bout d'un moment il faut le faire quoi. Mais si c'est plus un petit à la fois du consulting / du est-ce que c'est une bonne idée ou pas, je suis un peu obligé de leur dire alors moi je suis très chaud de le faire, par contre j'aurais bien orienté ça comme ça, tu vois. Et là, et après, il y a deux possibilités. C'est soit ils te disent, OK, bah, on adapte et merci pour la recours, on le fait. Soit ils disent, ah non, mais par contre, moi, mes chefs, ils veulent vraiment ça. Donc, ah, bon, bah, Bah, tant pis, ça coince un peu. bah, on le fait pas. Et après, c'est... Mais c'est arrivé pas mal de fois quand même. Toi, tu as plein de casquettes. Tu es streamer, évidemment. Tu as Aegis, il y a plein de sujets. Comment tu organises ton temps pour tous ces, Je non, sais mais, pas. en vrai, pour tous ces points-là? Bah, après, ça dépend. Est-ce que tu veux les outils que j'utilise? Est-ce Non, que tu non, veux- Non, pas Alors, forcément, Notion, Mais des- c'est- non, mais ça, en fait, non, la non, question Google qu'il y a derrière, Calendar, la question qu'il y a derrière, c'est tu as de plus en plus. Je te prends un exemple, tu as Squeezie ou tu as plein de gros influenceurs maintenant qui mettent en valeur, tu sais, l'aspect, qui parlent de TVA, qui parlent plus d'entrepreneuriat ou de sujets un peu comme ça. Toi, tu es streamer, mais tu es aussi entrepreneur sur ce point-là. Comment est-ce que tu arrives à jongler ces deux aspects, quoi? Bah, je dirais que l'aspect streamer aujourd'hui, c'est ce qui me botte le plus. Ça me fait trop kiffer de parler avec des gens. Enfin, bref, c'est une vie de rêve. Hein. Je joue aux jeux vidéo, je parle avec des gens et je gagne de l'argent. Donc franchement, je ne vais pas me plaindre. Donc ça, c'est assez cool. Et la deuxième partie, c'est surtout que j'ai l'impression d'avoir un rôle. C'est vraiment de paver le futur un peu du jeu vidéo, de l'e-sport, du gaming. Mais il n'y a pas que moi. Hein. On est des milliers à faire ça. Mais j'ai un rôle. C'est pour ça que, par exemple, si j'avais évolué dans le foot, bah, j'aurais moins eu cette impression parce que le foot, c'est très cadré maintenant. Tu as les fédérations. Si tu veux être entraîneur, il faut souvent être un ancien joueur. Tu vois, donc, tout est déjà assez clair et tu dois rentrer dans le pipe ou pas. Là où dans notre milieu, c'est assez ouvert. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui te regardent. Dès que tu lances quelque chose, il y a tout le monde qui te regarde. Quoi. Ouais. Genre, C'est le cas encore cette semaine. mais c'est fou. La création de la Fédé. Ah ouais, on n'avait pas bah, vu on- venir celle-là. Bah, en tout cas, toi, ouais. t'es peut-être dans les petits papiers. bah, moi, je suis dans le membre comité directeur. Ouais, donc, forcément. Tu donc, l'avais vu venir, alors. je suis un peu à l'origine aussi. Donc. Mais non, il y a plein de choses comme ça. Et donc, en fait, ça me motive. Vraiment, intrinsèquement, ça me motive. Et je me dis, bon, bah, c'est cool, tu vois. Genre, je fais des trucs cool. Et je me sens très libre. Et souvent, ça, c'est un truc où j'ai de la chance. Je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent et à vous, mais d'être libre dans ce qu'on a envie de faire. Tu sais, le matin, en mode, ah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, c'est très cool. C'est très cool de pas être non plus en mode CDI, fermé telle heure à telle heure. Tu dois faire cette mission-là et tout. Moi, j'ai un peu un champ des possibles énorme chaque journée. Et c'est ce qui me motive du coup au quotidien. Chaque journée est différente presque. Est différente. Est-ce que tu penses que ta communauté s'associe à ça et que c'est ce capital sympathie et ce capital, je sais pas comment on dit, mais ouais, capital liberté de je fais ce que je veux, venez sur mon stream, on fait un peu ce qu'on veut, qui fait que tu as une communauté soudée et qu'avec Aegis, vous arrivez à regrouper une communauté de, comme tu disais, d'habitués, de personnes qui reviennent régulièrement et qui vous apprécient un peu pour ça, puis pour cette bonne humeur permanente. Il y a un truc comme ça? Bah, après, oui, je pense que ça joue beaucoup. On est quand même des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, donc maintenant encore plus ces dernières années, chaque réseau social ne parle pas la même langue Ouais, tout à et fait. les gens n'attendent pas la même chose de toi sur chaque réseau. Là où, par exemple, sur Twitch, bon, bah, je vais à la fois papoter de tout et n'importe quoi, de quel café j'ai bu, de quel théâtre je suis allé voir ce week-end, et donc jouer à TFT, expliquer des choses, commenter, etc. Mais si je fais ça sur YouTube, les gens aiment moins, ils Ouais, veulent bien plus sûr. par exemple de l'appeler c'est quoi les meilleurs compos pour jouer, comment je fais pour être meilleur, etc. Analyse d'une game. Mais d'un si je champion du raconte monde. ma vie avec mon café et mon théâtre sur YouTube, ils se disent bah, lui, c'est Oui. pas son truc. Donc, je pense qu'on a des cases un peu comme ça. Et pareillement, donc je suis assez présent sur LinkedIn aussi. Et là, clairement, ça n'aurait pas sa place que je parle que de jeux vidéo. Donc je dirais qu'il faut déjà savoir un petit peu quelle facette. C'est pas que tu changes de personnalité, mais qu'est-ce que tu as envie de quoi est-ce que tu as envie de parler sur quel réseau. Mhm. Et, Sur et, LinkedIn, tu parles de quoi? bah, alors les derniers posts ou échanges que je fais avec les gens, c'est vachement pour
montrer que dans l'e-sport, on sait être pro. Parce que moi, j'ai été très surpris de voir que pas mal de personnes pensaient parfois qu'une équipe, c'était un peu une asso. C'est une asso Oui. en mode ah ouais, du coup, mais vous êtes avec quelle école d'ingé? Et je dis, alors non, on est une entreprise, tu vois, genre on a tant de fonds. Ah ouais, ok. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de structure, de club, et on s'attend à ce que ce soit effectivement, comme tu dis, ouais, une association. Bah, On parce parle que- pas de- mais je peux pas leur en vouloir parce que bah voilà, peut-être que nous, quand on aura 20 ou 25 ans de plus, tu vois, quand on aura des initiatives de petits gars de 25 ans qui arrivent ou autre, tu te diras, mais c'est quoi votre truc là? Et après, il faudra avoir le recul pour se dire à l'écoute, mais pas juger trop vite. Mais voilà, je pense que montrer un petit peu que le côté streamer, youtubeur, qui sont parfois un peu décriés pour leur manque de professionnalisme, ou pas arriver en retard, pas répondre à des briefs et tout. Voilà, moi j'ai envie d'avoir aussi un petit peu ce rôle de c'est pro, les gars. C'est pro. Ouais. On a peut-être parfois un peu la flemme de poster sur LinkedIn, mais c'est pro. Et puis surtout, LinkedIn encourage vachement le B2B. Ouais. Et c'est un réseau social. Alors, euh, je pense qu'il est connoté comme bullshit. Alors, je pense pour beaucoup de gens, dans la mesure où il y a Non. plein de posts qui ne vont pas. Et alors, ça, j'ai fait de 0 à 1 million en chiffre d'affaires. Je vais vous montrer comment. Ah, il y en a dans tous les sens, hein. Taguer Prout dans les commentaires, tu vois. Là, t'as envie de dire, mais les gars, arrêtez ça. Mais une fois que tu commences à filtrer un petit peu et que toi, tu commences à donner de la valeur à tes posts, eh ben, en fait, tu commences à avoir des personnes assez pertinentes qui te répondent. Et surtout, c'est un mood très positif et optimiste. C'est ça que j'aime bien sur Mhm. LinkedIn. Là où, bon, évidemment, Twitter, c'est tout l'inverse, où c'est assez toxique comme environnement. Et moi, ça me fait du bien aussi de voir des gens un peu plus positifs. Il y en a des bullshit, mais un peu plus positifs, avec de l'entrain, tu vois. Il y a du J'ai faux fait ça, positif j'ai des fait fois ci. aussi. Bien sûr, mais c'est le premier travail, c'est Le filtrer. Ouais. de filtrer. Et puis, mais donc voilà, je pense qu'il y a ce rôle-là c'est un peu atypique de ramener le gaming et l'e-sport sur LinkedIn avec cette dimension C'est pro. nouveau, oui. Et je pense voilà, c'est un truc qui me correspond bien, donc j'y vais. On voit les structures qui communiquent aussi beaucoup sur LinkedIn, mais c'est comme tu dis, c'est vraiment une segmentation du contenu. Enfin, Team Vitality va pas du tout mettre la même chose sur LinkedIn que sur leur YouTube, que sur leur Twitter. Et c'est normal. Une autre question qui n'a pas grand-chose à voir, mais un peu quand même. Est-ce que comment tu travailles, toi, ton personal branding en tant que Shones VS le branding de Team Aegis, et comment est-ce que vous poussez tout ça sur les différents réseaux sociaux avec tes collègues DFG, Mister MV? Est-ce que vraiment chacun a sa stratégie individuelle de personal branding, ou est-ce qu'il y a un branding Aegis et puis vous mettez tout en commun? Non, je pense qu'en vrai, on n'a pas autant de recul peut-être que des grosses entreprises à ce niveau-là. On fait un peu ce qui nous plaît. C'est-à-dire que c'est un peu lambda aussi ce que je vais dire, mais c'est ça, on fait un peu ce qui nous plaît. S'il y a des jeux du moment, s'il y a des tendances, s'il y a des regroupements, voilà, on se lance dedans. Et pour Aegis, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que de créer une identité d'une identité de 3 personnes, c'est parfois un peu micmac dans la tête. Mais voilà, il y a bien un mot qui ressort sur Aegis, c'est qu'on est assez fédérateur. Dans la mesure où déjà nous 3 on s'est liés ensemble dans ce projet-là, qu'on a une communauté de fans qui est quand même très juste prêt à serrer les mains à tout le monde, à être pote avec les autres structures. On est très dans le partage, dans l'événementiel un peu cool. On est vu un peu comme les grands frères sympas dans le milieu, parce qu'on est un peu plus âgés que la moyenne des créateurs. Donc il y a un peu ce rôle-là. Donc ça, c'est la partie Aegis au niveau de l'identité et du branding, très fédérateur. C'est pour ça qu'on veut faire de l'événementiel, des rencontres, parler à des gens, etc. Et moins l'aspect pur, être premier, numéro 1, compétitif, toutes les ligues, tu vois. C'est moins notre rôle, même si on aimerait bien être premier partout. Ça demande des moyens colossaux, non? Ah ouais. C'est Coûte absurde. cher, hein. Et c'est vraiment c'est décorrélé même de toute réalité économique, non? Les salaires des joueurs, des top. Bah, disons qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs américains, autres, thaïlandais, indiens, tout ce que vous voulez, qui ont mis de l'argent dans des structures parce qu'ils ont vu que c'était le fleuron. Même David Beckham qui a lancé sa structure et trucs comme ça. Et donc en fait tout ça a fait gonfler les prix des scènes un peu hypées du moment. Donc typiquement Counter-Strike, Rocket League, League of Legends. Et du coup le top du top du top du top a négocié des trucs vraiment fous. Et ces gens-là ont dit oui. Donc à partir de là, dès que tu le sais, bah, Ça crée un précédent. tous les autres vont pas dire ah non mais je trouve que c'est abusé. Tu rigoles. Les joueurs pros ils se disent moi je veux le triple Le aussi. plus offrant, ouais, bien sûr. Et en fait tout ça a monté. Nous par exemple BDS qui est tenu qui est donc une équipe dans la ligue, une équipe suisse qui est tenue dans la ligue française, qui est détenue par un milliardaire. Donc à partir de là, Les vannes sont ouvertes. ils s'en foutent. Enfin, il y a
T'imagines si un jour on est milliardaire et que tu avais un club pour le fun, tu vas pas te dire ah non, par contre 1500, pas 1400. C'est je veux le meilleur et Je veux gagner et du coup il gagne Ouais. beaucoup. Bah, en même temps il dépense 5 fois plus, tu vois. c'est ça qui a justifié la fermeture de votre équipe de LoL en 2024 aussi, c'est de dire si on veut être en mesure de se battre contre les meilleurs, on va être obligé de repenser notre modèle économique. Alors oui et non. Oui, parce que bien sûr, c'est un coût. Et là, je le vois comme une entreprise qui met de l'argent sur le marketing. C'est-à-dire que nous, on a décidé d'investir sur League of Legends parce que déjà, la première raison, c'est la passion et le cœur. Oui. Mais la deuxième, c'est parce que aussi, on pensait que ça allait amener un petit peu plus d'argent avec plus de fans, plus de résultats, plus de sponsors. Logique, comme un club de foot. Et en fait, en 2023, on a fait des super résultats. On n'a pas signé beaucoup de partenaires, alors qu'en 2024, on n'a pas eu des très bons résultats et on a signé pas mal de partenaires, tu vois. T'as peut-être un Donc on se décalage dit, sur les waouh, résultats de l'année d'avant. Non, il y a un peu, non. Je pense pas. Et on se dit, ok, bon, alors c'est totalement décorrélé. C'est-à-dire que les marques ne s'intéressent pas aux résultats, sauf si tu es premier, tu gagnes tout partout, etc. Bon, en quel cas, tu joues la performance numéro 1, mais quand tu es haut du tableau, bon, c'est pas suffisant pour justifier. Tu vas pas dire, genre, on a fini 4e de la saison. Ok, bah cool. Ouais. Il y a 10 équipes. Mais du coup, là, à ce niveau-là, c'était quand même voilà, la raison était financière. Et la deuxième, c'est plus au niveau de la structure. C'est-à-dire que là où les salaires des joueurs sont assez élevés, ils sont aussi représentés par des agents. Donc tu formes des équipes. Nous, on a déjà le premier problème qui était le storytelling. C'est-à-dire que voilà, tu vas forcément, pour essayer de piocher un petit peu partout en Europe, tu vas prendre un joueur polonais, un joueur néerlandais, un joueur allemand, un joueur français, un joueur italien. Bref, et en fait, cette équipe-là, c'est difficile de créer une histoire parce que peut-être Oui. qu'au bout de 6 mois ou 1 an, elle va changer. Alors autant au Dans foot, tu as l'e-sport, ça 22 tourne, joueurs, tu as ouais, des ouais. stars, etc. Autant dans l'e-sport. Les rosters sont jamais les mêmes, à part des C'est fois, pas tu les as des rosters centrés autour d'un joueur. Ouais, Je ouais. pense à Carrigan chez FaZe sur CS qui est resté pendant des années, mais autour de lui, ça Et gravite c'est dans rare. tous les Ça, sens. c'est Ouais. on aimerait bien. Donc déjà, ça c'est la première raison, c'est que c'est difficile de garder une histoire forte. Là où par exemple un jeu individuel, nous on a un joueur qui est là sur TFT depuis le début, ça fait 3 ans qu'il est là et les gens l'identifient à Aegis. Nous on est très content de l'avoir avec nous. C'est plus beau pour créer une histoire sur le long terme, quoi. Donc déjà il y a ça. Et la deuxième, c'est en fait la structure même. En gros, si tu performes dans la ligue, il y a des clubs qui ont plus de ressources que toi. Mhm. Et donc, ils vont naturellement prendre les talents des concurrents. Parce que non seulement ils recrutent un bon joueur, mais aussi ils appauvrissent le concurrent. Donc, c'est double effet intéressant. Et il n'y a pas trop de notion de transfert dans l'e-sport. Il y en a. Sur d'autres scènes, ça dépend. Qui peuvent parfois avoir des très gros montants. Mais nous, on est à un niveau national, on va dire. Oui. National, allez, semi-européen. Et là, les transferts sont presque inexistants. Parce Donc que, c'est de gré à gré, quoi. un peu. Donc en fin de on fait des contrats d'1 an généralement et à la fin de l'année, si ton joueur a performé, le problème c'est qu'il y a les gros qui ont plus de budget que toi qui arrivent Ouais, qui viennent et le qui le manger. récupèrent gratuit. Comment ça se Et- fait, ça? Tu fais pas de Bah, contrat de plus d'un an En fait, tu ne peux pas parce que les agences, les agents de joueurs, joueurs, ne laissent pas plus d'1 an parce que parfois aussi il y a des joueurs qui sont emprisonnés. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, s'ils ne performent pas, après si la deuxième année tu veux pas le garder, tu le mets sur le banc. Sauf qu'il n'y a pas trop de notion de banc comme le foot. C'est-à-dire que là, nous, dans Là, c'est une fin de le carrière. jeu, Dans ouais, beaucoup voilà. de cas, hein. Tu es enfermé Ouais. pendant 1 an, on ne voit pas. Et les carrières sont plus courtes que dans le sport classique. Donc les agents ne laissent pas trop faire. Et eux, leur but, c'est que si leur joueur est fort, qu'ils soient libres pour être recrutés, pour gagner plus de salaire, donc pour qu'ils prennent une plus grosse commission aussi sur ça. Donc eux, il n'y a aucun intérêt. Et comme c'est eux qui gèrent les intérêts de leurs joueurs, voilà. Et donc nous, c'est ce dont on s'en est rendu compte. On a misé sur 2 joueurs en 2023. Un jeune Turc en division 2, personne connaissait. Maintenant, il est en LEC, tu vois. Et un jeune Français qui est en division 3, Scumond, qui est maintenant chez G2, aujourd'hui la 2e meilleure équipe d'Europe. Ah oui. Et on a gagné 0. On a gagné 0. Moi, je suis hyper content pour eux, vraiment. Bien sûr. T'as Mais pas cette logique tu de vois, comme au si- foot, centre de formation, donc je prends mon non, billet, si on quoi. pouvait mettre une clause de, je sais pas, je récupère tant de pourcents sur un transfert ou. Il peut y avoir tellement de trucs, tu vois, aux primes sur machin et tout. Mais globalement, c'est bloqué et même Riot bloque à ce niveau-là. Un petit Ça peu. va venir quand même, non? Je pense pas. C'est pas dans le sens de l'histoire? Pas, pas si vite, je pense, parce que la différence avec le foot, c'est que le foot, c'est assez public. C'est tout le monde peut prendre un ballon, avoir un club, etc. Là, c'est une IP d'éditeur de jeu. Ah oui. Et tu peux pas faire n'importe quoi avec. Donc ça bloque pas mal de choses. Et on s'est dit, alors du coup, c'est soit on arrive à trouver une belle équipe, on performe, on nous pique nos joueurs et on refait le pari et on relance. Et le jour où le pari passe pas, du coup, Ouais. on s'écroule. T'as perdu ton année, quoi. Donc, on s'est dit sur cette partie-là, c'est soit, pour l'instant, on se retire, aucun intérêt, en tout cas parce que c'est juste très dur économiquement avec ce schéma-là.
Ou sinon, si on revient, c'est vraiment avec un partenaire. Et là, on joue tout de suite le haut de tableau. Et le but, c'est de créer de la rétention en disant aux joueurs, bah voilà, t'as fini de monnaie avec nous, tu restes avec nous. Et à nous de trouver les bons arguments en termes de locaux, en termes d'autres joueurs qu'on peut attirer et en termes de financement. Qualité de vie, tout ce qui va autour. Tout, aussi, ouais. ouais. Vraiment, ils se disent, il n'y a pas d'autre option mieux ou peut-être une autre, mais on va se partir des 3 clubs vraiment stars. Donc là, aujourd'hui, vous êtes plus centré sur des jeux individuels. Donc il y a TFT, il y a Street Fighter. Ouais. Il y en a Carrément. un autre qui va arriver, peut-être. Ouais, il y a une scène atypique. Alors, je peux pas trop le dire parce que c'est D'accord, encore ok. secret, mais il y a un truc qui va faire vachement plaisir aux gens, qui va arriver. Et ensuite, donc ça c'est encore secret, mais l'autre ce serait éventuellement sur 2XKO. C'est un jeu de Riot Games qui va sortir a priori cette année. On n'a pas la date officielle, mais du jeu de combat. D'accord, ok. Du jeu de combat. Et donc nous c'est parfait parce qu'on est très potes avec l'éditeur Riot Games et on aime beaucoup le jeu de combat maintenant, depuis qu'on y est depuis un an. Publiquement, donc voilà, les deux ensemble c'est parfait, donc voilà, ça on l'a déjà annoncé qu'on sera intéressé, c'est un secret de Polichinelle, mais voilà, après nous on a d'autres ponts qu'on a envie de développer, hein, c'est surtout l'aspect un peu plus événementiel, communautaire, raboter des gens un petit peu, ça c'est des trucs qui nous plaisent aussi. Mais c'est ce que j'allais demander, c'est aujourd'hui, du coup, notamment, en tout cas, moi, la manière dont je l'ai perçu en tant que fan et observateur de l'écosystème e-sport, c'est Aegis coupe son équipe LoL. Est-ce que Aegis, on parle encore aujourd'hui d'une team e-sport ou est-ce que c'est plutôt une structure qui est là pour engager des communautés autour d'événements avec en nœud principal l'e-sport, des joueurs stars dans leur domaine de jeux individuels, comme tu viens de le dire, mais est-ce que vous êtes plutôt dans cette logique de on est une équipe compétitive ou on est un groupement d'influenceurs qui cherchent à fédérer une communauté? Comment vous vous définissez? Bah, j'aime bien tout ce que tu as dit, je pense qu'on est clairement une équipe e-sport, Ok. et notre rôle n'est pas que d'être premier partout, c'est aussi de créer des choses avec les gens et Ok. pour les gens. Bon, c'est pas le cas de toutes les équipes, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui délaissent un petit peu leurs fans, ou voilà, qui leur disent bon bah on sera sur Twitch pour notre match, regardez, soutenez notre équipe, point. Mais en fait moi si j'étais, comme je l'ai dit au tout début, hein, si j'étais de l'autre côté, Ouais. voilà, si j'avais pas la chance d'avoir ce club e-sport là, bah, j'aurais aimé parfois me déplacer, j'aurais aimé rencontrer d'autres personnes fans qui sont à Paris ou ailleurs, tu vois. Ça vient de plus en plus. Et ouais, et ça, nous, c'est vraiment, je pense, notre rôle à KJ, c'est d'essayer de créer ça. On a déjà rencontré pas mal de fans, mais des gens d'autres structures qui viennent parfois. Et on a envie d'être pas que la compétition. Parce que, voilà, s'il faut faire un choix, si on a 100 000 euros entre recruter une équipe et être genre dans le ventre mou, 4-5e, et faire des événements, rencontrer des gens, bah, en vrai, on se pose la question, tu vois, vraiment est-ce que ce serait pas plus intéressant, satisfaisant, stimulant Gratifiant. plutôt que voilà, d'avoir un joueur allemand, un joueur italien et de dire bon, bah, bon courage les gars, on espère gagner. Et à l'année prochaine. Ah ouais, voilà, Parce parce qu'en qu'en fait, on veut créer une histoire aussi, tu vois. En fait, tu as de plus en plus, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais globalement, les clubs dont on parle, c'est des clubs avec beaucoup d'influenceurs à la tête ou en tout cas en tête d'affiche du sujet. Et les clubs un peu historiques à l'ancienne sont plutôt quoi, sur le déclin ou... Ouais. c'est ça. Tu penses Bah, à quoi, bah, genre Fnatic Ouais, ou enfin, je veux dire, t'as, je sais pas, Gentlemate, Aegis, la CACOR, enfin, tu vois, des sujets Ouais. comme ça qui sont vraiment portés par des grandes figures d'influence qui amènent, j'imagine, des sponsors, qui amènent des communautés, qui amènent toute cette interaction dont on parle et qui fait, on va pas se cacher, qui fait vendre aussi, tu vois. Versus les, je sais pas, Vitality, où j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus, un peu moins le cas. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si, bah, globalement. En vrai, c'est un peu à l'image des MrBeast, Fast Good Clean et tout. C'est qu'en fait, les influenceurs vont pas dominer le monde, mais en tout cas, vont de plus en plus prendre des parts de marché sur les trucs existants. Là, il y avait une annonce hyper intéressante et récente sur la Carmine qui disait qu'ils étaient en train de réfléchir à créer un club de basket. Et ça, je trouve que c'est maxi pertinent. Tu vois, c'est presque une évidence maintenant que c'est dit, tu vois. T'as tout de suite la fanbase qui est là. En fait. Bah ouais, t'as la fanbase qui est là. Il y a une culture du basket aussi au sein même des fans. Ils l'ont déjà prouvé plusieurs fois. Il y a plein de personnes qui savent pas trop qui supporter. Bah là, il y aurait une raison d'aller chercher un club avec une identité forte. Et voilà, historiquement, nous, on est né, on a le même âge, hein, mais on est né dans une ère où globalement, c'est la seule accroche, le seul épicentre intéressant était lié à la ville ou à la région. Où, par exemple, si on était fan de foot, bon, bah, si on est parisien, grande chance qu'on soit fan du PSG, quoi, à part si tu voulais embêter tout le monde et être fan de l'OM dans la cour de récré. Mais sinon, voilà, là où à Marseille, bah, ils sont tous fans de Marseille. Mais maintenant, je pense que les tendances changent et qu'aujourd'hui, dans notre génération, là, 2020-2025,
c'est les influenceurs qui seront ce nouveau référentiel un petit peu de ah, toi t'aimes bien Kameto, ok, bah fan de la Carmine, donc de basket, tu vois, Ouais. à terme. Et je pense que nous, on doit créer ça aussi parce qu'on a ces clés-là pour le faire. Donc, mais il faut que ce soit cohérent avec notre projet à nous. Donc, par exemple, on est partenaire de Asmodée qui fait du jeu de société, du TCG ou autre. Ce serait pas déconnant un jour de créer un jeu de société, de créer un jeu de cartes, tu vois, qui serait propre à nous. Et on pourrait créer des compétitions là-dessus, tu vois, ça pourrait. Enfin, je veux dire, c'est pas déconnant, tu vois, c'est un projet, tout à fait. mais ce serait cohérent et ça viendrait concurrencer le marché qui existerait déjà. Mais avec cette nouvelle âme d'influenceur, on va dire. Il y a une marque avec qui tu rêverais de collaborer? Rêverais. Ah, c'est des questions difficiles ici. Rêver la nuit. Hein. Uniqlo. Uniqlo? Ouais. Ah ouais. Alors, après, je connais pas tous les Federer, aboutissants, tout, mais juste. En fait, non, mais rêver, c'est un grand mot, tu vois. C'est juste que j'achète du Uniqlo. Ouais. Mais en fait, le premier qui a ouvert, c'était à Opéra, pas loin des Galeries Lafayette. Le premier QG de Uniqlo. Et je me souviens que j'avais vu un univers qui m'avait. Genre, waouh, ça c'était tout blanc, rouge, jaune, vert, noir, bleu. Il y avait un peu ce style, on vient du Japon et tout, on va vous montrer autre chose. Et c'était les fois où Simple mais classe, quoi. je commençais à avoir un peu d'argent de côté. Donc je me suis dit, allez, je vais m'acheter des vêtements et tout. Et j'étais allé là-bas et j'avais un peu dévalisé l'Uniqlo pour la première fois. J'avais acheté un peu des trucs. Donc voilà, c'est la première marque qui est venue. Le maillot e-sport by Uniqlo à venir. Mais ils avaient pas des trucs avec Federer ou un truc comme ça. Ah, si. Ouais, si, Joko, ouais, voilà. Joko, non Djokovic. Federer surtout, c'était un deal historique. C'était un des plus gros contrats de Ah ouais sponsoring. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Ah, de dingue. Bah ça, tu vois, ce serait un kiff parce que du coup, tu peux créer vraiment des trucs. Il y a un côté classe avec le tennis auquel ils ont pu s'associer facilement. J'imagine qu'ils Federer, n'auraient pas quoi. fait des maillots de foot tout de suite, mais pourquoi pas, ouais, Federer, c'est la classe. Bah surtout, absolue. nous, on a une communauté. Voilà, on pense souvent que le gaming, c'est pas du 15-25. Quand tu parles avec des gens, je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprises qui ont commencé à être intéressés par l'e-sport via leurs enfants. Oui. Parce qu'ils ont vu leur fils ou leur fille jouer à Fortnite, notamment. À 6-7 ans, ils font c'est ça du coup l'e-sport, votre truc tu vois, ils sont en mode, alors, c'est une Oui, porte mais d'entrée non. vers l'univers. Et du coup, je pense que nous, justement, contrairement à cette pensée-là, en fait, on cible vachement du 25-35, même vraiment du 30, des personnes qui ont connu le jeu vidéo. Les parents voulaient pas qu'ils jouent quand ils étaient petits. Et là, du coup, ils sont enfin un peu plus âgés. Et ils ont leur liberté. Et donc, cette cible-là est beaucoup plus premium. Nous, Ils dans ont un notre peu vu fanbase, leur on a- bébé, le jeu vidéo, grandir. Bah ouais. Voilà, maintenant, c'est Et plus on leur dit, facile de parfois, jouer. dans les entreprises, nous, on a fait un gros travail de team building avec Airbus Protect autour du gaming. Et on parlait un petit peu avec eux. Et franchement, enfin, il y avait 1400 employés. On a fait un gros tournoi de League of Legends online avec des centaines de personnes et tout. Enfin, tout le monde était trop hype. Hein. Et ça, c'est un truc, mais il y a tellement de gamers qui ont 30 ans, 35 ans dans les entreprises, qui, voilà, parfois sont un peu dans le mode train-train quotidien, Moins de temps pour jouer. Hein. moins de temps pour jouer et tout. Les activités qu'ils font avec leur entreprise, voilà, c'est le resto de Noël, c'est la petite activité interne, machin et tout. Tu leur dis demain, il y a un tournoi organisé avec tel machin sur le jeu vidéo. Mais je pense qu'ils sont tous fous, en vrai. Même s'ils connaissent pas trop le jeu, tu vois, tu peux un peu les éduquer sur 2-3 trucs, tu peux faire un jeu simple d'accès. Mais c'est une manière de stimuler les équipes, c'est une manière. Et ça marche, on l'a vu. Ça fait 6 mois qu'on en parle. Bon, on n'est pas 1400 employés dans notre agence. Ah mais oui, non, mais. faire la petite LAN Bientôt. interne chez Licter, ça Ouais, va c'est arriver. clair. Ça, nous, on a des discussions, enfin, on a pas mal de partenaires et tout. Et là, j'ai rencontré l'équipe du PSG eSport, PSG Academy, qui ont leurs locaux à Boulogne. Et ils ont notamment une salle qui est hyper sympa pour faire des trucs comme ça. Et on est en train de collaborer avec eux. Configuration LAN. Il y a des consoles avec des canapés, il y a des PC, une rangée de 6 PC quand même hyper compétitifs. Il y a un petit plateau de tournage un peu comme celui-là. Et tu as même genre des tables avec des chaises comme un peu à l'école, mais tu as un peu ce côté plus moderne, plus chaleureux. Et tu as une estrade avec des rétroviseurs. En fait, tu as une salle un peu entière où tu peux organiser des choses hyper sympas. Ah oui, en tant qu'entreprise, aller ouais, faire un ouais, petit ah ouais. séminaire. Et nous, on démarche avec ça. C'est-à-dire qu'on a dit au PSG, on avait vécu, on n'a pas officialisé la chose, mais eux, ils veulent aussi utiliser un petit peu cette salle pour faire du gaming et tout. Et du coup, c'était à la recherche d'un partenaire. Donc, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire un peu plus en team building, parce que je pense que
Enfin, c'est vraiment, il y a trop de gamers en fait. Les Mhm. entreprises sous-estiment ça. Il y a Mhm. trop de gens qui aiment le jeu vidéo. On parle pas du gamer qui joue 10 heures par jour à WoW, qui est Le voilà, hardcore en gamer, caleçon, Tu parles du social à boire gamer. du Monster et tout. quoi. Le casual gamer. Non, mais, ouais. genre, non, mais nous trois quoi. Ouais, Nous trois, on est le Bon, meilleur. toi, exemple. un peu plus, quand même. Non, mais moi je suis Ouais. pas un si gros geek que ça, tu vois. Moi, j'ai poncé WoW. J'ai passé des Moi je suis compétiteur, c'est-à-dire qu'il y a un jeu qui sort, moi Ah, c'est j'aime bien vrai. être le premier Bah, Ah ouais. du jeu, mais je suis pas enfin, je passe pas assez de temps à jouer aux jeux vidéo comparé à plein de gens parce que vraiment j'ai des discussions, il y a plein de gens qui sont plus gamers que moi. Moi je passe d'autres temps à faire d'autres choses. Hein. Quel moment d'ailleurs, digresse un peu, mais tu t'es dit sur LoL, tiens là je suis bon, je peux passer pro. On revient, On revient quelques au années en début, avant. Voilà, mais- Après, le vrai petit déclic de vraiment je suis bon sur LoL, c'est après t'as le ranking quoi, genre tu vois, hein, c'est Challenger quoi. t'es challenger ou tu l'es pas, Nous, on l'est pas. et non, et en fait à l'époque c'était assez dur, parce que ça l'est toujours, hein, mais en tout cas à l'époque pour moi quand je jouais c'était dur d'être top 50. Et il y avait une fois une game où en stream en plus j'ai réussi à être dans le top 50 avec en plus des personnages un peu atypiques, c'est Juani, Amumu. Ouais. Top, pas jungle du coup. Jungle, non, Jungle, top ah 50 dans le ladder, mais en rôle de jungler. Ok. Et en vrai, c'est. Ouais, tu te dis, ok, bah, je suis chaud, quoi. Je suis chaud, et donc du coup, bah, tu as des équipes qui cherchent des joueurs, ils voient, tu fais partie des 2-3 meilleurs junglers français, bon, bah, tu as des petites offres, tu dis, ok, pourquoi pas. Tu joues, t'es pas mauvais, tu gagnes des LAN, ah, ok, bon. Et après, ça, tu suis. Et ça dépend de l'objectif de chacun, mais ouais, je pense juste, parfois, tu te poses pas la question, tu vois. Tu te poses pas, il y a même des sports, peut-être, où certains ont des facilités. Moi, je pense que j'ai une facilité de logique et d'anticipation par rapport on va dire, à la moyenne des gens sur des situations sous haute tension qui font que dans les jeux, dès que j'ai un peu de recul et de stratégie, de macro, en vrai, je performe bien parce que je veux dire, je peux prendre les bonnes décisions. Et en vrai, sur League of Legends, ça a vachement marché. Sur TFT aussi, hein, à une autre échelle. Mais même là, je pensais pas être aussi bon à un jeu. Et là, d'être. Ouais, t'es challenger là sur cette 13. Bah, j'étais top 30, là, même, alors que c'est des gars qui jouent ça depuis très longtemps. Il y a des trucs comme ça où juste tu as un affect avec le jeu, tu vois. TFT, c'est vachement de l'optimisation, c'est gérer un peu d'économie, c'est gérer tes unités, gérer les autres. En vrai, c'est une mini-entreprise. C'est Colon de Catane. Non, mais c'est une mini-entreprise, tu vois. Quand tu Ouais, le vois comme non, ça, c'est tu vrai. gères plein d'aspects. Et voilà, je pense que tu réfléchis pas trop à ça et juste tu joues, ça te plaît, que tu montes. Mais il y avait, tu parlais avant de commencer à enregistrer de ton amour pour la pédagogie. Et ça s'est vu quand tu es passé de joueur à coach et après de coach à streamer avec cet aspect pédagogie. C'est un truc que tu as tout le temps gardé en tête, même quand tu étais en mode joueur pro. Ouais. Ouais, parce que en fait, même quand quelqu'un m'explique quelque chose que je ne connais pas, je trouve ça très agréable. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve ça presque noble aussi de vouloir transmettre. Et quand tu écoutes des personnes plus âgées parler un petit peu de leur expérience ou autre, ils te diront souvent que la chose la plus importante, c'est l'amour et après, c'est la transmission. La transmission de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances ou autre. Et donc, ça m'a vachement gardé en tête. Donc, quand j'essaye de comprendre quelque chose, je pense pas être plus un génie que quelqu'un d'autre, mais si moi j'ai réussi à comprendre à ma manière, bah je sais que je peux l'expliquer à une personne pour qu'elle le comprenne bien également. Et c'est hyper satisfaisant. Moi, je trouve ça trop satisfaisant. Enfin, l'altruisme de manière générale, hein, d'être généreux, de donner à quelqu'un d'autre, voilà, du savoir, même juste de l'aider à trouver son chemin dans le métro, je trouve ça hyper généreux. C'est vraiment dans ces moments-là où j'ai tiré le plus de bonheur, quoi. Et des fois où quand quelqu'un est heureux, ou quand ça se passe bien pour quelqu'un, ou quand j'ai aidé quelqu'un, j'ai vraiment de la joie sincère en moi, tu vois. Alors que quand j'ai quelque chose de bien, oui, je suis heureux, mais c'est pas la même sensation que de voir quelqu'un réussir, d'avoir aidé. Quand j'étais coach et qu'on travaillait dur avec tous les joueurs pour qu'ils arrivent à vivre de leurs rêves, de gagner dans les ligues européennes et tout, et qui sortaient de game en sautant de joie, et que moi je voyais les heures de travail qu'on avait eues pour arriver à là, je pleure de joie. Non, mais j'ai pleuré de joie parfois. C'est une vie dure, non? Bah Genre, non, mais franchement, ça a l'air hyper des dur. sacrifices. Ouais. Alors ils sont payés bien sûr, mais c'est des sacrifices dans un monde compétitif qui est fou. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur feeling que ça. Donc voilà, la pédagogie pour moi revient un peu à ça, de manière plus modeste. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, il me fait ah putain j'ai compris. Et ben, je suis content parce qu'il va faire sûrement quelque chose d'utile avec. Donc je trouve ça utile et noble. Bon, on voit la même chose dans le monde professionnel. En fait, quel que soit le secteur, quand tu accompagnes quelqu'un un peu plus jeune, un peu plus junior sur un sujet, que tu le formes et qui devient performant, c'est
comme tu dis, c'est une énorme fierté. Et d'ailleurs, tu dis ça me fait penser à autre chose. C'est que je me suis inscrit là il y a 2 semaines, donc c'est hyper récent, à comment on appelle ça, un protocole, non, mais à une volonté de l'État de créer plus de choses dans l'entrepreneuriat avec quelque chose qui s'appelle Un jeune, un mentor. Oui, bien sûr. Ouais, Bien vous sûr. connaissez? Ouais. Bah voilà, bah c'est De ça. nom. Avant, on travaillait dans le public. Ah oui, oui. Non, mais je savais pas qu'en plus ça, vous le connaissiez, mais bon, bah, c'est ça. Et j'ai postulé comme mentor pour pouvoir aider des plus jeunes qui ont entre 18 et 30 ans bénévolement. Et là, ça y est, t'es quelqu'un Bah, je viens de finir la candidature. Du coup, j'ai été accepté. Félicitations. Mentorat. Tu es désormais mentor. On verra si le mentoré sera du avis. Attends, avant de... Mais je trouvais ça trop bien parce que bah, quand moi, j'ai entre 18 et 30 ans, j'aurais kiffé, mais de fou, qu'un gars ou une fille soit dispo pour moi quelques heures par mois pour juste parler de mon Faire des projet. choix de vie. Mais c'est fou. C'est Et vrai. c'est un gars qui va pas te juger, c'est un gars qui va être à l'écoute, c'est un gars qui va te questionner. C'est pas quelqu'un qui va te dire c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment genre de l'introspection à travers quelqu'un. Coach de vie, quoi. Non, mais gratuitement. Enfin, et c'est quelqu'un qui attend rien de toi. Donc, moi, je n'attendrais rien de mon mentoré, mais je trouve ça trop sain, trop beau. Et c'est ça la vie, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment d'avoir ces émotions-là avec des gens. Le business, l'argent, c'est une chose, mais je pense que ça doit pas être la quête constante de notre vie, quoi. C'est aussi de vivre des choses voilà, et de transmettre. Donc, ça, c'est typiquement un projet que j'adore. T'as des jeunes Hâte. qui viennent te voir et qui te demandent comment on fait pour devenir influenceur, streamer. Non, pas tant, en Non. vrai. Non. Non, et je pense que je leur recommanderais pas. C'est trop Parce que- aléatoire. Bah non, mais en vrai, moi je l'ai fait malgré moi. C'est-à-dire que j'ai pas voulu être. J'ai pas dit je dois être influenceur ou créateur de contenu, jamais. C'est juste, j'ai commencé. Moi, la première motivation, c'est le 2 mai 2013, je m'en souviendrai toujours. Le 2 mai 2013. Le 2 Ah oui, mai c'est 2013. précis. Ouais, parce que j'ai la date d'anniversaire de ma chaîne. Sur le... Mais c'est la première fois que j'ai lancé un stream. Et moi, j'avais juste comme envie de montrer que j'étais donc bon au jeu, parce que ça me faisait plaisir aussi de montrer que j'avais un bon niveau, et d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'eux, ils peuvent y arriver. C'est-à-dire que si moi, j'ai compris, je peux leur expliquer aussi, et on avance comme ça. Et au fur et à mesure, la vie a fait que de plus en plus de gens étaient attirés par ce style de choses, de contenu. Donc tu te dis, ah, mais en fait, je commence à avoir une communauté. Donc c'est-à-dire, je rentre dans un truc de création de contenu. Ah, mais c'est tombe bien, parce qu'en plus, cette opportunité, je peux faire ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu te laisses un peu aller par la vie. Et bon, bah voilà, 10 ans après, oui, j'ai 250 000 personnes sur Twitch ou autre. Mais j'ai jamais voulu être vraiment. Allez, là, je commence mon ma métier, carrière c'est de streamer. streamer. tu ouais, vois. c'est Voilà, ça. jamais. Et Ok. pour ça, je ne le recommanderais pas. Si tu regardes sur la fresque du nombre du streamer, je dois faire partie des 0,001%, tu vois, des gens qui en vivent, etc. Et c'est pas pour autant en plus que j'explose niveau revenu. On parle pas de millions ou autre, tu vois, ça rend du confortable. Mais... Donc je leur recommanderais pas, ou je leur dirais juste de le faire par plaisir. Et si vous avez vraiment quelque chose à partager, Mhm. si vous êtes super bon à un jeu et vous voulez l'expliquer, pourquoi pas. Si vous avez une communauté de potes et que vous pensez qu'en stream ensemble, vous pouvez faire des trucs, c'est super bien. Si vous avez un projet en tête particulier et que vous voulez le live, d'accord. Mais être streamer, je pense que c'est pas une vocation. Oui. C'est- En tout Et cas, c'est pas d'ailleurs, une même fin en Twitch, soi, quoi. c'est pas une fin. Ouais, non. T'as eu des crises à gérer Parce que, enfin, quelqu'un Ah, qui était assis sur ce fauteuil avant dans un épisode précédent qui avait un énorme contrat avec un influenceur qui s'est arrêté du jour au lendemain parce que l'influenceur a fait des bêtises, on va dire, enfin, entre guillemets. T'as eu des sujets là Genre à de gérer crise réputationnelle, tu veux dire Bah ouais, parce que t'es hyper exposé. Quoi. Non, alors pour le coup, il y a plein de réponses. La première, c'est que j'ai toujours été. Ça, c'est vraiment les gens qui me le disent. J'ai toujours été très bon pour l'introspection. C'est-à-dire que la remise en question constante quand je fais quelque chose, sur une situation, ça, j'ai toujours réussi à l'imprégner, ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas trop surpris par certaines choses qui peuvent arriver. Tu vois, genre de oh là, dans quoi je m'embarque et tout. Non, parce que j'ai analysé une situation avant, pourquoi le faire, etc. Donc ça, c'est un truc que je maîtrise, qui prévient ce genre de problème critique que tu n'as pas pu voir. La deuxième, c'est que j'ai un mode de vie très sain. Là, on pense que les créateurs de contenu, parfois, streament de 18h à 2h du mat. Après, le matin, ils se lèvent à midi et tout. Moi, j'arrive, je me lève à 9h, je stream de 10h à 13h, je mange, je fais mes petits mails et tout. Le soir, je retrouve ma copine, mes potes et tout. Et, j'ai une vie vraiment comme tout le monde. Et le week-end, je ne stream pas les week-ends pour justement garder ce cycle-là éternellement. Enfin, C'est une manière de garder le contrôle aussi Ah ouais. sur ce que tu dis, ton état de Bah, de fatigue, ton revenir. état de santé. Parce que c'est pas évident de parler pendant 4-5 heures par jour à des gens et d'être constamment frais niveau idée, niveau de choses à dire.
imagine, je streamais 6 heures par jour, non-stop, tous les jours. J'aurais plus rien à dire, et même j'aurais même plus envie, parce que quand tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, tu te lasses, c'est l'humain. Donc le fait de parfois prendre un peu de recul, etc., me permet d'éviter ces zones très, très critiques. Et je dirais par contre que si j'ai eu alors, une crise existentielle, c'est un mot extrêmement grave pour ce que je veux dire, mais voilà, j'ai eu des remises en question un petit peu sur ce qui vraiment m'animait. Parce que voilà, jouer aux jeux vidéo, partager mon expérience, vivre des choses avec des gens, c'est bien. Mais ça devenait un peu trop routinier. Et je me suis dit, ok, mais dans quoi est-ce que j'ai envie d'embarquer? Qu'est-ce que j'aime bien? Et en vrai, c'est juste rencontrer les gens. C'est juste capter des gens, c'est juste avoir des expériences aussi, vraiment de vivre des choses. Purement en digital ou en physique aussi? Non, plus physique, parce que en vrai, c'est assez étonnant par rapport à mon métier, mais je suis pas trop fan des réseaux sociaux dans l'ensemble. Bon, Twitter, on n'a pas besoin d'en parler trop longtemps, mais je pense pas avoir j'ai jamais trop voulu être m'as-tu vu, genre regarder mon nouveau machin, regarder mon truc, faire des montages, machin. Toujours été un peu plus authentique, voilà, on parle, on discute, c'est la vraie vie, il n'y a pas de bullshit, etc. Et je trouve que plus on avance et plus ça s'empire, quoi. Genre, il faut avoir des takes très extrémistes sur les réseaux pour être vu ou entendu. Il faut vraiment voilà, avoir des montages ou des vidéos vraiment canons. Il y a eu une période sur YouTube où il fallait avoir des projets de fou, limite sauter depuis la Lune pour avoir un peu de vues. Inoxtag qui allait sur l'Everest, alors bon, lui c'est un projet vraiment énorme, mais voilà, je crois que McFly et Carlito ont été les premiers impactés. Ils ont parlé de burn-out pendant un petit moment parce que la vidéo qui sortait, c'était on fait des blagues avec Macron, juste après on se met des claques avec Will Smith. De chips. Ça, c'est maintenant. Là, c'est maintenant. Ouais, mais c'est un mood plus sain. Pour le coup, là, ils ont réussi à rebondir. Mais ouais, donc du coup, j'ai jamais trop été à ce niveau-là, réseau et tout. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie non plus de mettre des stories tout le temps, de mettre des Insta tout le temps, des TikTok, des tweets et tout. Qu'est-ce que vraiment j'aime bien, tu vois, vraiment au plus profond et tout. Et en vrai, c'est de capter des gens, c'est de vivre des expériences, des choses, de pouvoir paver un petit peu plus les chemins de l'e-sport, du streaming et tout. Donc voilà, j'ai dû avoir un recalibrage. Si je devrais pas dire une crise existentielle ou autre, c'est un peu too much, mais... Et qui a eu lieu après avoir créé Aegis ou avant? Après. Ouais. Plus récemment, là, dans les 2 dernières années, il y avait eu ça. Non, Aegis, c'est clairement une... c'est juste après avoir eu 30 ans où je me suis dit... Putain, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire Ouais, pour le coup, c'était très... pas du tout une crise, mais... À 30 ans, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire à 30 ans et tout? Je me suis dit, un club e-sport, ce serait cool. Et du coup, j'avais parlé un peu à DFG, en plus, c'était en soirée et tout. Alors sobre, on était sobre à ce moment-là. Avec DFG, on dit, tu veux pas faire un club e-sport? Il fait, oh, dans quoi tu m'embarques? Qu'est-ce que tu me racontes? Et 6 mois après, on a lancé un truc, tu vois. Donc, en vrai, je pense qu'il y a parfois des moments où il faut un peu reset. Il faut se poser, tu vois. Dire, ok, allez, feuille blanche, qu'est-ce que j'aime bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime pas? Et au fur et à mesure, t'affiles. Et après, tu fais des petites expériences un peu à gauche, à droite. Donc... Et c'est ce qui a permis de shaper ce que vous faites aujourd'hui avec Aegis. Tu penses ce recalibrage de tes goûts et de ce que tu veux, et notamment d'essayer de créer plus d'événements communautaires en physique avec vos fans? Alors là, la question était plus orientée moi. Est-ce qu'Aegis, ça reste plus de staff ou autre? Mais typiquement, la prise de recul nous permet de quitter League of Legends. Ouais. Parce que là, il y avait un monde, ce qu'on l'a dit publiquement, mais il y avait un monde où si on relançait League of Legends cette année, c'est à peu près 300 000 € à l'année, qu'on puisse ne pas arriver au financement, parce que tu ne sais pas quelle galère peut arriver en cours de route. Donc tu peux pas juste être en flux tendu tout du long. Et si surtout on voulait faire d'autres choses, et qu'en plus on avait cette manne-là financière à sortir annuellement, il y avait des risques. Et on parle de... déjà notre staff qui est le plus important, en tout cas qui travaille tous les jours pour nous. Si on avait des joueurs à charge, on s'est engagé auprès des joueurs aussi, donc il faudrait les payer, on aurait eu des complications. Auprès de la Ligue, auprès de l'espoir qu'on donne aux futurs joueurs de regarder les équipes, on est pros. Alors que là, on débarque avec 3 influenceurs qui essaient de faire ce qu'ils veulent et qui n'arrivent pas à payer leurs joueurs. Ça aurait été une catastrophe. C'est quoi les événements que tu crées quand tu disais à titre personnel, j'ai envie d'aller rencontrer des gens? Tu parles de voir tes amis, ou plutôt dans un contexte, je rencontre des gens du milieu qui me plaît, l'e-sport, les jeux vidéo, pour fédérer ce que vous avez fait avec la fédération que vous avez lancée cette semaine. Comment ça se matérialise en fait ça pour toi? La réponse qui me vient à l'esprit, c'est là, depuis quelques mois, presque un an, en fait, j'ai un bloc-notes avec toutes les idées vraiment d'events,
de contenu, d'associations que vraiment je garde en stock. Et parfois, je les re-regarde et peut-être qu'en fonction de l'évolution de la vie, un jour, il y en a une qui va m'inspirer. Ah, mais attends, il faut faire ça et tout. Ce sera le bon alignement des planètes Ouais, je pense. pour la lancer. Ouais. Et donc, je me suis dit, voilà, je parie un peu sur l'avenir. Alors, ça, c'est les youtubeurs qui parfois disent ah ouais, mais moi, j'ai une liste longue comme le bras de concepts. Et regarde, c'est un truc qu'on avait imaginé en 2017 et tout. Je pense que ce feeling-là est cool parce que tu te dis, c'est peut-être pas le bon moment, mais au moins, ça existe. Tu auras peut-être un jour. Et surtout, après, ça dépend de l'objectif. En termes de rencontres, est-ce que l'objectif c'est de faire plaisir à la fanbase qui est très core, celle qui est autour de nous, est-ce que c'est de faire de l'acquisition de personnes, mais aussi avec le risque de du coup perdre ceux qui sont un petit peu plus proches. Est-ce que l'objectif c'est de se faire kiffer, de s'en foutre royalement de cet aspect-là et juste est-ce que c'est pour faire plaisir à une marque, est-ce que c'est pour le milieu, enfin T'es dans quelle étape là? moi, je pense que en vrai, nous faire plaisir est le plus important, parce que c'est comme ça que tu réussis le plus. De te forcer à faire des Quand choses, tu dis ça marche nous, pas. c'est Le staff, Aegis, MV, ok. DFG, moi. Vous êtes combien en tout dans la structure? Petite parenthèse. Si t'enlèves les joueurs, on est Ouais. 10, je dirais. Avec, là, on a 4 joueurs au total. Mais l'objectif, c'est de se faire kiffer parce que même je regardais les dépenses de la boîte. Les dépenses de la boîte avec ma carte, on a très peu dépensé. Hein. Vraiment, ma carte perso, elle a très peu dépensé. Là où tu te dis, mais oui, ils abusent, machin et tout. Franchement, c'était On a rien ridicule. dit, Je vous épargne mon temps. Mais en fait, ça a été un peu un électrochoc, un grand mot, mais ça a été un peu une révélation de ah, mais attends, en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour les joueurs, pour les fans, pour la bien sûr pour la communauté, commune. les partenaires, On un a peu, du stream, c'est cool, mais en fait, nous, avec ce projet-là, parfois, on pourrait peut-être le dépenser pour se faire plaisir. Et tu vois, typiquement, je sais pas, les vidéos un peu de Squeezie avec qui est l'imposteur, etc. Ben nous, on pourrait le faire avec Aegis, avec notre argent qu'on a dans notre caisse. On pourrait mettre en place des concepts pour YouTube avec nous trois et Qui vous faire font un truc plaisir à autour de vous. nous. Et on se ferait plaisir, ça ferait aussi plaisir un petit peu aux fans, etc. Ça se Et là, ça ressent, crée hein. de l'acquisition. Mmh. On pourrait aussi utiliser cet argent-là pour faire des événements avec nos core fans, des après-midi jeux de société qu'on organise avec Asmodée ou autre. On pourrait organiser des événements autour de, je sais pas, du paddle, autour du foot. On est partenaire avec le Stade Français, donc autour du rugby. Donc en fait, il y a un peu toute cette partie-là on n'a pas tant dépensé pour se faire kiffer. On a plus soit fait des choses en flux tendu avec les marques qui mettaient un budget, elles attendaient des activations, ou soit on a streamé des compétitions par défaut, alors par plaisir mais aussi par défaut. Et donc il y a un peu cet axe-là de peut-être se faire plaisir avec l'argent qu'on a pour créer des projets cool pour nous. Il Donc, consiste en quoi votre partenariat avec le Stade Français? Moi, joueur et fan de rugby depuis presque 2 décennies maintenant, ça m'intéresse de ouf. alors Mais j'ai pas compris. pour moi, c'est de se faire plaquer par Sekou Makalou régulièrement. D'accord. Voilà, ça c'est un peu le... Qui joue à LoL d'ailleurs et qui stream sur LoL. qui Je sais pas est si tu très sais. fort sur LoL. Ouais. J'ai joué avec lui, il est très fort. C'est Tu vois, j'avais terrifiant. regardé son stream il y a Ah ouais Ah, c'est 4-5 drôle. ans, il était bronze. Ah, non, il, a mais dû, il est pas bon. il a dû progresser. Ah non, mais j'étais choqué. Hein. Vraiment, c'était un bon joueur. Hein. Ah ouais. Ah ouais. On a déjà avec lui et Très Jules bon Gain. rugby aussi, accessoirement. Oui, mais non, mais il est meilleur au rugby. Non, mais c'est parce qu'eux, ils avaient aussi volonté de rajeunir peut-être un petit peu plus l'image qu'on peut donner parfois. Parce que le rugby, je veux dire, soit tu es dans le rugby, soit tu l'es pas. Il n'y a pas trop de oh, je viens une fois de temps en temps et tout, je trouve. À part quand tu es vraiment dedans. Ouais, Et- par quand tu viens du sud-ouest ou que tu as des membres de la famille. Or, le sud-ouest. qui- non, mais ouais, voilà. le sud-ouest, c'est toute leur vie. T'es du sud-ouest, toi Non. Sud-est, ouais. Ah, ok. Mais ils sont bons rugby Nice, non? En Pro D2 cette année, mais Ouais. dernier de Pro D2, ça va redescendre malheureusement. Ok, bon, ils sont plus bons. Très probablement. Ouais, On les embrasse. Alors, on les embrasse, ça progresse. Non, mais c'est une ville de foot traditionnelle. Hein. Oui, bien sûr. Quand j'habitais à Nice, le club était en genre 8e division, 7e division. Enfin, Ah ouais. c'est le yo-yo, quoi. Ah, d'accord. Mais je crois qu'ils étaient en première division dans les années 70, un truc comme ça. Ok. Bon, on digresse un peu. Mais du coup, oui, à part se faire plaquer par Sekou Makalou, le Voilà. Stade Français. Non, mais c'est aussi, on a ramené des fans, par exemple, au match. On a créé un petit cop à Aegis le temps d'un Excellent. match. On a aussi, ils ont comme vocation aussi de faire plus de trucs avec le stade Jean-Bouin. Ouais. Tu sais, qui accueille aussi les Eleven All-Stars, les gros tournois de match. Ils font du foot US là-bas, ils font Ouais. des tournois universitaires de rugby, il y a beaucoup de choses. ouais. L'objectif, c'est aussi de créer encore plus de choses là-bas. Et en fait, ils ont des salles à disposition pour créer des petits événements plus intimes.
aussi. Donc, en fait, il y a plein de petits canaux, c'est surtout du branding aussi. Mais là, je crois que cette année, ils font pas une très bonne année, le Stade français. Sportivement Ouais, Non. voilà. Et donc, Clairement en pas. vrai, étonnamment, du coup, ils sont un peu moins ouverts au marketing aussi. Ouais. Parce qu'ils se disent, bon, on va pas faire non plus les clowns partout à se faire plaquer par Sekou Makalou, alors que on est dans une mauvaise posture dans le championnat. Donc, Ouais, on va recentrer les efforts sur voilà. ce qui drive le club. Quoi. Donc ces derniers mois, un petit peu moins de choses, mais voilà, ça reste très bonne entente. Donc c'est pas un partenariat officiel dans le sens où c'est pas financier d'ailleurs, c'est vraiment double D'accord, intérêt. c'est purement du. Ouais. Celui-là, ouais, c'est double Branding intérêt. Et nous, c'est très bien parce qu'on a pu rencontrer des coachs, on a pu rencontrer des kinés, des médecins, on a pu rencontrer Thomas Lombard, qui ont aussi pu donner leur expérience. Comme nous, on a pu montrer que l'e-sport, il y avait beaucoup de ponts avec le sport, là où eux s'y attendaient pas du tout. Enfin, même Sekou qui joue à League of Legends, il s'y attendait pas non plus. Donc, Ça m'a surpris le jour où j'ai vu. Ah ouais, non mais je comprends, moi aussi la première fois. Et voilà, c'est un peu ce mood-là, c'est de dire. Moi, je pense que les clubs sportifs pourraient faire 1000 fois plus avec l'e-sport. C'est vraiment, c'est un cadeau béni pour eux. Mais je sais pas, un Racing, Il y a eu des l'Olympique Lyonnais, PSG e-sport, mais un vrai truc ça s'est avec un lancé, influenceur, tu vois, un peu fort, bien positionné. T'as ça, vu Yellow Star au PSG, non? Ça me dit Ouais, un ouais, il avait lancé Je sais plus, J'ai ça peut-être des remonte, bêtises. mais- Ils avaient été. 2017. Mais c'était une structure chinoise, PSG e-sport, non, à un moment donné Tout à Financée fait, ouais. par des fonds chinois, en tout cas, qui étaient complètement. Enfin, vraiment décorrélés du. Ouais, mais PSG. alors, Alors- cette année, ils ont arrêté le partenariat, mais ça a duré longtemps avec LGD. Ouais. Et avec Oui, c'est Talon, ça, exact. LGD et Talon sur Dota et LoL. Mais en fait, ouais, de manière assez simple, le PSG a compris que le marché le plus important pour eux, c'était la Chine. Mhm. En tout cas, le marché asiatique, c'est aussi le Japon, la Corée. Et en fait, ils se sont dit, ok, juste notre marché, c'est pas la France, donc on va aller ailleurs. Et ils ont fait des très très bons résultats là, jusqu'à cette année. Le PSG eSport a été très performant sur les marchés chinois et même aux Worlds de LoL, ils étaient souvent PSG Talon. Et donc, ouais, non, mais ça, mais moi, je pense que c'est du pain béni pour eux. Tu vois, genre, imagine demain, tu crées des ponts avec la Carmine, avec Vita, pour l'Olympique Lyonnais, Ouais. pour l'Olympique de Marseille, Lille. OMX Carmine, Mais non, mais t'exploses tout, je pense. Vraiment. Ouais, il y a- c'est clair. Ouais, c'est vrai, au Vélodrome, tu sais. j'avoue. Et tu Lens. crées un vrai coop de fans, un truc. Je pense que voilà, c'est un peu le. Et du coup, vu qu'on n'est pas invité à ces choses-là, on va créer des choses. Donc, Carmine, les clubs de basket, on va créer des trucs, tu vois. Ouais, et puis en fait, on va créer leur nos stade. Tu vois, ponts. tu parlais du Vélodrome. Carrément, ils ont pris plutôt le parti de créer leur stade, de faire vraiment leur truc en organique. On va créer leur stade. C'est pas... Non, Ils autant louent. pour moi. Je Ouais, connais pas la structure. il loue. C'est très bien, c'est une très belle avancée pour À notre Évry. milieu, mais il loue. Ouais. À Évry, ouais, les arènes. Donc non, voilà, mais je pense que c'est un peu la démarche de. Enfin, c'est ce qu'on voit qui arrive progressivement, mais c'est que les créateurs de contenu créent des choses. Ils ont les fans derrière eux, ou en tout cas des gens qui partagent leurs valeurs. Et en fait, ça va bousculer un peu ce qui existe déjà, tu vois, faire sa petite place un peu partout. Et ça va créer les tendances de demain. On ne sait pas encore où ça mène exactement, mais c'est pour ça que cette liberté de faire des choses, de se dire, ok, on verra demain, c'est trop bien. Du coup, parce que tu as envie de te lever le matin en mode, allez, on fait ça. Et parfois, On les y projets arrivent très vite. Quoi, donc. Trop bien. Je pense qu'on va arriver au bout Ouais. du temps. T'as une dernière question Non, moi j'en ai une rapide, mais t'as beaucoup parlé de Twitter. C'est fini aujourd'hui pour toi ou c'est juste une phase où ça y est, les gens l'utilisent de moins en moins? Non, la consommation régulière de Twitter pour moi est. Là, on parle de Kevin, vraiment le gars qui scrolle, Ouais. est très faible, alors qu'elle n'était pas du tout avant. Parce que ce qui est poussé sur ce réseau, c'est un peu plus extrémiste. C'est un peu pour ça aussi, je pense qu'on a quitté la télé, notre génération, c'est parce qu'on voyait dans les médias toujours les mêmes choses, les mêmes Ouais, trucs. exactement, ouais. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc non, le Twitter est très important pour l'e-sport. C'est le média de communication numéro 1 de l'e-sport. Mais c'est pas le seul. Et de deux, c'est juste que là, actuellement, il est géré de manière assez problématique quand même. Où tu peux dire j'adore les cookies et quelqu'un qui va te dire mais quoi, t'es raciste des pancakes et tu te dis mais putain, mais. On est tout de suite sur de la haine. Ben voilà, alors que. Donc je pense que c'est un très bon réseau social d'annonces. Tu as une annonce à faire assez positive. Je pense que c'est une bonne idée. Tu vois, touches genre, tout de suite beaucoup de tout de monde. suite, Ouais. c'est assez viral ou autre. Et tu vois, même nous, à notre échelle, avec Aegis, si je poste un truc, Gotaga va le voir, Squeezie va le voir, Kabeto va le voir, parce qu'on se suit tous depuis Bien un sûr, moment. ouais, donc un écosystème. tout le monde va voir ça. Donc, c'est une manière de reach des gens qui touchent à ton milieu qui est énorme. Donc, pour nous, ça ne bouge pas. Je pense que sur les réseaux sociaux, de manière générale, surtout sur LinkedIn, Twitter, il faut apporter de la valeur maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre raconter sa live de bon, je prends le RER, ou oh là là, trop nul lui. Ça marche plus trop, sauf si vraiment c'était une rosta et tu peux dire ce que tu veux.
Mais je pense que sinon, il faut apporter de la valeur. Vraiment, tu vois, il faut que les gens te suivent et te lisent en me disant, ok, bah lui, j'ai appris un truc avec lui, ou il a été pertinent, tu vois. Et ça, c'est un truc qui marche bien, moi, quand... Une prise de position, quoi. étonnamment, moi, je poste beaucoup moins qu'avant, mais quand je poste des pavés, ou quand sur des sujets très forts, là, j'ai beaucoup de likes qui tombent, tu vois, beaucoup de réponses, de commentaires et tout. Mais si je dis genre MDR, le nouvel album de Lady Gaga, de musique trop cool, Ouais. là j'ai 5 faves alors que j'ai 150 000 faves, 120 000 followers. Mais par contre, je poste un truc pertinent avec de la valeur sur le gaming ou l'e-sport, là Ça je peux crée de tomber la à conversation 1000, tout de suite, 1500, ouais. tu vois, de likes. Donc voilà, les gens, c'est pour ça que je dis que chaque réseau social a sa manière de communiquer, attend des choses précises et à nous de les comprendre. Donc voilà, je pense que Twitter, il a sa place pour ce que je fais en tant que créateur de contenu. Mais moi, à titre perso, non. C'est Ouais. bon. En tant que consommateur, C'est finito. trop anxiogène. Ouais, Ouais. non, je suis d'accord. Bah écoute, franchement, merci. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai On adoré. se fait pas mettre dehors, Bah, merci mais à vous. il est 36, puis de toute façon, t'as ton Ah oui, rendez-vous oui, aussi, il va mince. falloir. Ouais. Mais bah, merci. Ouais, merci Bah, merci infiniment, pour hein, l'invite, c'était hein. super. Bah non, Ça vous a franchement, plu Bah ouais, trop bien, trop bien. Trop cool.